Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Hymne de nos campagnes. Il se passe des choses dans nos campagnes. Entendez-vous dans nos campagnes? Alors, je ne sais pas s'il faut entendre dans nos campagnes ou plutôt voir ce que montre la France rurale depuis un mois. La FNSEA, c'est-à-dire le principal syndicat agricole, a lancé un mouvement qui fait tache d'huile. On le voit aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag « On marche sur la tête ». Ces agriculteurs en colère renversent les panneaux à l'entrée et à la sortie des villages pour dire au gouvernement qu'ils font le contraire de ce qu'ils devraient faire et que eux, les agriculteurs qui nourrissent le pays, sont en train d'être affamés par le système. Ils travaillent souvent 7 jours sur 7, parfois pour moins de 1 000 € par mois, et ils disent, eux se gavent et nous, on crève. Agriculteurs, rien ne va plus. On va en parler avec Sylvie Brunel, géographe, ex-présidente d'Action contre la faim, l'ONG, et qui a livré, à mon avis, un très très bon bouquin l'an dernier aux éditions Buchet-Chastel. Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre. Est-ce que Sylvie Brunel, vous êtes en ligne? Oui, Guillaume Bigot, bonjour. Ah, bonjour Sylvie Brunel, je suis ravi de vous entendre. Alors, est-ce que vous comprenez d'abord ces agriculteurs qui renversent les panneaux? Qu'est-ce qui explique selon vous leur colère? Alors, les agriculteurs ont l'impression que plus ils en font, plus on leur en demande et que par ailleurs, tous ces efforts qu'ils mènent ne sont pas reconnus par la société, par l'Europe, par une concurrence déloyale. Et ils sont très en colère parce qu'on leur a demandé d'entrer dans ce que j'appelle la 3e révolution agricole, c'est-à-dire le fait d'être capable d'injecter un grand nombre de dispositifs environnementaux, écologiques, dans une agriculture performante et nourricière. Et malheureusement, tout ce qu'ils mettent en œuvre n'est pas entendu, y compris d'ailleurs par nos politiques. Alors on les charge sans arrêt. Est-ce que on pourrait dire, est-ce que leur malaise, pour comprendre leur malaise, il ne faut pas passer cette formule de François Mitterrand, au début de la guerre froide, enfin à la fin plutôt de la guerre froide, il disait les pacifistes sont à l'ouest et les fusées soviétiques sont à l'est. Et là, est-ce que les agriculteurs sont pas en train de dire, écoutez, vous nous chargez avec des contraintes écolo, mais en même temps vous ouvrez les marchés à des pays qui n'ont aucune contrainte écolo? Exactement, Guillaume Bigot. Je vais vous donner un exemple significatif. Nous sommes, la France, le premier exportateur mondial de semences de maïs. Le maïs, c'est la première céréale mondiale. C'est-à-dire que sans le maïs, vous ne nourrissez ni les pauvres, ni les riches dans le monde, ni les animaux d'ailleurs qui se nourrissent de maïs. Et ce qu'on constate, c'est que l'Europe est devenue la première importatrice mondiale de maïs. Oui. Elle est d'ailleurs en concurrence avec la Chine et qu'on fait venir d'autres pays des maïs génétiquement modifiés, des maïs traités avec des produits qui sont interdits aux maïsiculteurs français. Alors, attendez, là, on va marquer juste un temps de pause parce que c'est tellement fou ce que vous nous racontez. Oui. Vous nous dites qu'en fait, l'Europe accélère la concurrence de pays qui ne respectent pas des normes, alors que l'Europe colle des normes à nos agriculteurs. C'est bien ça l'idée? Exactement. L'Europe est très exigeante à l'égard des agriculteurs. C'est-à-dire qu'on leur restreint aujourd'hui les produits de traitement. Ces produits de traitement sont utilisés dans le reste du monde et on importe des produits qui sont interdits en Europe en provenance du Brésil, des États-Unis, de tout un ensemble de pays du monde, y compris d'Afrique d'ailleurs. Deuxièmement, l'Europe, vous le savez, est soumise au changement climatique. On en parle beaucoup l'été. Or, les agriculteurs ont des restrictions sur l'accès à l'eau. Vous avez vu en ce moment la Charente croule sous l'eau, elle est dans l'eau, mais on interdit aux agriculteurs de faire des réserves. Ah, c'est les fameux problèmes des bassines sur la question des engrais. Oui, moi je ne veux pas utiliser le terme bassine, ce sont des réservoirs, des retenues de substitution. Et c'est important parce qu'on croule sous l'eau en hiver, elle va se perdre dans la mer et on en manque en été. Les agriculteurs disent juste, il faut la stocker, ce qui est le simple bon sens. Et quand il y a de l'eau en été, il y a de la biodiversité, il y a du captage de carbone. Bien sûr. Et on marche sur la tête
Et c'est pour ça que les agriculteurs ont retourné les panneaux dans un grand nombre d'agglomérations. Je continue. Il y a aujourd'hui un certain nombre de taxes et de redevances qui pèsent sur le monde agricole. Il faut qu'il montre patte blanche dans tous les domaines. Mais on peut vraiment parler de double standard. Double standard pourquoi ? Parce que vous, quand vous avez un chien, un chat, enfin peut-être pas vous Guillaume Bigot, mais va le traiter avec des produits qui sont interdits aux agriculteurs. Donc, regardez ce qui s'est passé aussi sur les punaises. On a entendu les Français appeler au gouvernement contre les punaises de lit en disant il faut une mobilisation nationale. Et dans les vergers, dans les forêts, il y a des punaises. Dans les vergers, c'est ce qu'on appelle des punaises diaboliques. Elles sont dramatiques et on va importer des fruits, des pommes, des cerises en provenance de pays qui utilisent des produits que les agriculteurs ne peuvent pas utiliser. Et il y a donc un risque grave, très grave, de désagriculturisation de notre société. La puissance française, elle repose aussi sur son agriculture. C'est une des meilleures agricultures du monde, elle est propre, elle est performante, elle est nourricière, elle associe la quantité à la qualité, parce qu'on se connaît bien notre gastronomie d'excellence. C'est aussi pour ça que nous sommes la première terre d'accueil des touristes au monde. Nos agriculteurs, ils font les paysages, ils font la nourriture, ils captent le carbone, ils fournissent de l'énergie. C'est-à-dire qu'ils cochent toutes les cases et on est en train de les perdre, Guillaume Bigot. Est-ce que c'est pas très très grave, au-delà de ce que vous nous dites qui est déjà très grave, est-ce que c'est pas très grave de se dire qu'en 2030, c'est-à-dire demain matin, il y a un agriculteur sur deux pour des raisons démographiques qui sera parti à la retraite parce que trop âgé? Et est-ce qu'en fait, vous en tant que géographe qui étudiez ces questions d'agriculture, c'est pas toujours très difficile, une fois que les gens sont partis de la terre, de les faire revenir? Demain, qui va nous nourrir en France? C'est la meilleure question qu'il faut poser. Chaque année, il y a 20 000 départs en retraite et 13 000 installations seulement. C'est-à-dire qu'une ferme sur 3 ne trouve pas de repreneur. Et quand il n'y a pas d'agriculteurs, un territoire meurt. Vous avez la friche, vous avez l'embroussaillement. Dans le sud, vous avez des incendies. Vous avez le retour du loup. Vous avez des bergers qui se découragent. Vous avez des paysages magnifiques qui disparaissent en France. Et surtout, nous devenons dépendants. Tout à l'heure, je vous parlais des semences de maïs. Poutine est en train de devenir aujourd'hui un grand producteur de semences. Demain, nous mangerons peut-être le maïs génétiquement modifié des États-Unis et le maïs produit par la Russie de Poutine. Est-ce que vous diriez que le bobo finalement des grandes villes qui connaît pas grand-chose à l'agriculture a une vision caricaturale, peut-être même américaine de la nature, c'est-à-dire les réserves sauvages, le loup, etc., et ne comprend pas que le rapport à la nature et à l'agriculture de l'Inde avec le Pendjab, de l'Italie avec la Toscane, de la France avec la viticulture ou tous ces paysages magnifiques, c'est un rapport harmonieux finalement. Et c'est ça qu'on est en train de démolir, si je vous écoute bien. Oui, on voudrait que l'agriculteur redevienne une sorte de décorateur de la nature ou de jardinier. On lui interdit d'ailleurs de plus en plus de territoires qui sont rendus à une nature qui n'existe que parce qu'il aménage les territoires. Par exemple en Camargue, avec la riziculture ou le marais Poitevin, qui sont des créations humaines. Et le problème, c'est que quand vous enlevez l'agriculteur, vous n'avez pas ce beau tissu écossais des champs, ces montagnes sculptées par le pastoralisme, cette viticulture que le monde entier nous envie. Vous n'avez plus rien, vous avez des paysages qui se ferment et vous avez surtout une dépendance alimentaire qui s'accroît. Nous importons de plus en plus. Regardez ce qui s'est passé avec l'Ukraine. On a un poulet sur deux aujourd'hui, c'est ça, un poulet sur deux, 70% des fruits consommés en France sont importés, enfin c'est complètement fou. Oui, nous avons ouvert tout grand les frontières, par exemple, aux volailles ukrainiennes, au sucre, aux céréales. Et il faut bien penser que ce sont des emplois. L'agriculture et l'agroalimentaire, c'est le premier employeur de France. Et puis, c'est surtout ce que nous trouvons derrière l'artisanat. Pardon, je rectifie, derrière l'artisanat. C'est ce que nous trouvons dans nos assiettes. C'est la qualité de ces aliments que nous allons consommer à Noël et dont nous avons besoin non seulement
pour la gastronomie, mais nous avons besoin aussi pour nous sécuriser. Dans le monde, il y a beaucoup de pays qui importent leur nourriture, 150 pays. La France a encore la chance de faire partie du tout petit club des pays qui exportent de la nourriture, par exemple des céréales, des produits laitiers, ou du vin, bien sûr, le vin, les spiritueux, mais sachez que nous allons aussi vers une guerre du lait, parce que les éleveurs se découragent, les éleveurs mettent la clé sous la porte. La France des fromages, la France du général de Gaulle, pourrait demain manger du fromage néerlandais ou italien. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire en fait? On a l'impression, vous écoutez qu'en matière d'agriculture, mais bon, on va pas épiloguer parce que c'est un peu la même chose sur tous les sujets et notamment dans l'industrie, mais si on revient sur l'agriculture, on a l'impression que cette Union européenne, vous nous décrivez, c'est un peu comme, c'est dans les films de King Kong, là, on prend la France agricole comme une femme, on l'attache avec des chaînes et puis l'Europe vous dit, on va vous protéger de la mondialisation. La mondialisation, c'est King Kong et l'Europe fait venir King Kong, c'est ça, pour attaquer la jeune femme. Oui, c'est-à-dire que la direction des affaires internationales est profondément libérale, donc elle veut le libre-échange, sauf que en même temps, la direction de l'environnement impose aux agriculteurs d'être plus verts que verts, d'être plus propres que propres, et ils le font d'ailleurs. Nous avons vraiment une agriculture qui est pleinement engagée dans la transition agricole, mais à ce moment-là, soyons cohérents. On ne peut pas dire qu'on va lutter contre la déforestation importée en Amazonie et faire venir tout un ensemble de produits, soja, maïs, etc., qui viennent concurrencer directement les protéines végétales produites en France, le colza et même le quinoa. J'étais la semaine dernière en Anjou, il y a une filière quinoa français qui s'est développée en Anjou. Est-ce que finalement, quand on vous écoute, on se dit, il y avait toute cette thématique, mais l'agriculture française ne peut survivre sans la politique agricole commune, sans les transferts et les subventions qui viennent de l'Europe, mais en comprenant les contreparties et en comprenant surtout que la France est contributrice nette au budget de l'Union européenne, est-ce que ça serait pas plus simple que ces aides à l'agriculture aillent directement de la poche des contribuables français dans la poche des agriculteurs, des producteurs français, sans passer par les caisses de Bruxelles? Alors là, vous posez une question qui est beaucoup plus globale, qui est la question de la renationalisation des politiques françaises. Le fait qu'on a abandonné... Oui, on a abandonné à Bruxelles la souveraineté sur un certain nombre de domaines qui, à mon avis, sont des domaines stratégiques. Je pense qu'il est très important lors des élections européennes de juin 2024 d'être bien conscient que l'enjeu agricole, ce n'est pas seulement quelques agriculteurs qui manifestent, c'est nous tous qui sommes concernés, c'est notre avenir, notre sécurité alimentaire et aussi la qualité de ce que nous mangeons. Et comme vous le savez, vous êtes ce que vous mangez. Merci pour ces sages paroles et en même temps paroles d'alerte, Sylvie Brunel. Je rappelle que vous êtes géographe et l'auteur de Nourrir. Cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre aux éditions Buchet Chastel. Et c'est un livre qui a eu le grand prix du livre d'économie. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Guillaume Bigot. Sylvie Brunel d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans quelques instants sur Sud Radio pour les perles, les huées et les bravos de Guillaume Bigot. Tiens, on va parler de Louis Boyard, de Gérard Depardieu et du Vatican. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai.